Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct pour la grande édition sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui retrouvent un peu leur calme, on va le dire, en tout cas pour cette séance qui est une séance pré-échéance mensuelle. Demain sera une journée d'expiration de différents produits dérivés et on voit que les prises de risque dans un sens ou dans l'autre sont relativement limitées aujourd'hui. On essaye de trouver des équilibres, que ce soit sur les marchés de devises avec le dollar, sur les marchés obligataires également, après une séquence de remontée des taux qui aura été quand même spectaculaire et marquante de ce mois d'avril. Et puis sur les indices actions, là aussi on trouve des équilibres à un peu plus de 8000 points pour le CAC 40 qui va terminer cette séance en progression environ de 0,5%, séance qui aura été animée par les résultats d'entreprise avec une montée en puissance de la séquence de résultats qu'on va observer dans les prochains jours. La semaine prochaine sera notamment une semaine marquée par la publication de grandes valeurs technologiques américaines ou encore de toute une série de composantes du CAC 40. Vous aurez les détails des publications clés du jour dans un instant avec Pauline Gratel. Et puis l'événement de la séance pour la bourse de Paris, Euronext, c'était l'arrivée en bourse de Planisware dans le secteur du logiciel destiné à la planification. Une société qui avait tenté de rentrer en bourse en octobre dernier, qui avait dû reporter son opération et qui a donc réussi son introduction aujourd'hui. La cotation se fait sous forme de promesses pendant encore une semaine, mais déjà ces promesses indiquent un beau mouvement puisqu'on a vu le cours de Planisware s'apprécier de 20, 25, peut-être même jusqu'à 30% au cours de cette séance. Là aussi, vous aurez les informations clés dans un instant avec Pauline Gratel. Discussion à suivre avec nos invités, évidemment avec à la une les sujets de politique monétaire. Les calendriers sont en train de bouger. La Fed est sans doute prête à revoir également sa copie après avoir signalé 3 baisses de taux cette année. Combien en restera-t-il à l'occasion de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine qui se tiendra le 1er mai? C'est toute la question. Et puis, dans le dernier quart d'heure, comme une fois par mois, nous interrogerons les outils d'intelligence artificielle. Que nous dit l'IA de la situation des marchés? C'est Jean-Jacques Ohana, consultant indépendant et membre de la FinTech AI for Alpha, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Les marchés qui ont pu laisser de côté un instant au cours de cette séance les questions de politique monétaire pour se concentrer notamment sur les résultats d'entreprise. Le résumé de cette séance, c'est avec Pauline Gratel. La bourse de Paris poursuit légèrement son rebond entamé hier, toujours animé par les résultats d'entreprise, avec un CAC 40 qui fait le yo-yo avec les 8000 points. Peu de mouvements à signaler du côté des taux. La hausse des rendements se calme un peu aujourd'hui. Le rendement de l'obligation à 2 ans américaine est toujours stable, proche des 5%. Pour ce qui est du 10 ans, il est autour des 4,6%. À noter également, le dollar se détend et le prix du pétrole redescend à $87 le baril de Brent. Le point sur les taux étant fait, et avant de passer aux résultats d'entreprise, parlons des débuts en bourse à Paris du fournisseur de logiciels Planisware, une introduction réussie et saluée par les investisseurs puisque son titre bondit de 30% au cours de la séance, la plus forte hausse du SRD. Son projet d'introduction en bourse avait été reporté en octobre dernier. Il s'agit de la plus grosse introduction à Paris depuis OVH fin 2021. Il est temps de passer aux résultats d'entreprise, alors que Edenred et Danone étaient les deux entreprises du CAC attendues aujourd'hui, avant les publications de L'Oréal et EssilorLuxottica après la clôture. Edenred fait état d'un chiffre d'affaires opérationnel meilleur qu'attendu, en hausse de presque 19%, soit 625 millions d'euros sur le premier trimestre. De quoi rassurer les investisseurs sur la santé financière du distributeur de chèques repas, alors que l'entreprise subit quelques problèmes judiciaires ces derniers temps. Ces bons résultats permettent à Edenred de confirmer ses objectifs pour l'année et sont salués par les investisseurs. Le titre gagne 3%. Danone publie un chiffre d'affaires en recul de plus de 2%, notamment à cause de son retrait en Russie. Mais en données comparables, le chiffre d'affaires ressort en croissance de 5% au titre du premier trimestre, avec une hausse des volumes. L'entreprise en profite pour confirmer ses prévisions pour l'année. Le titre gagne 2%.
Venons-en à la chute du jour. Sartorius Stedim, moins 17%, après avoir publié un chiffre d'affaires en recul de plus de 8% au premier trimestre, affecté par la faible demande sur les marchés chinois. Malgré tout, le groupe maintient ses prévisions annuelles. Côté macro américaine, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie ressort en hausse marquée en avril à 15,5 contre 3,2 le mois précédent et un consensus de 1,5. Demain, les investisseurs arbitreront les résultats de Netflix, EssilorLuxottica et de L'Oréal publiés ce soir. Ils attendront le chiffre d'affaires de GTT, de Pluxee et de Sodexo en France. Aux États-Unis, les résultats d'American Express sont attendus avant bourse. La journée de demain sera relativement calme avec peu d'indicateurs macroéconomiques au programme. Rappelons que ce sera une journée d'échéance sur les marchés avec l'expiration attendue de plusieurs produits dérivés. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine Hainaut est à nos côtés, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir Nico. Merci d'être là. Merci à Sébastien Paris-Sorvitz d'être avec nous également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche de LBP AM et Julien Kistrebert également avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant chez Taylor Asset Management. Le dossier politique monétaire évidemment à la une. Le marché des options estime entre 15 et 20% la probabilité que la Fed ne baisse pas ses taux cette année, Valentine. Bon, il y a eu des données importantes depuis l'emploi américain, l'inflation, etc. Et puis, bien sûr, la phrase de Jérôme Powell avant-hier soir, les taux resteront à leur niveau as long as needed. Comment est-ce que ça se traduit dans les marchés pour vous chez Amundi? Et puis, il y a bien sûr la situation de la Fed en comparaison avec ce qu'on attend aussi du côté de la Banque Centrale Européenne. Alors nous, on attend toujours 3 hausses de taux, mais on est quand même sur une... 3 baisses de taux, j'ai bien commencé. Mais peut-être qu'un jour, on reviendra sur cette émission en se disant, elle l'avait dit la première, la Fed va monter ses taux. 3 baisses. Larry Summers nous dit, bon, c'est qui parle pour lui, voilà. Mais qui parle beaucoup et qui parle souvent, il dit... Le prochain mouvement, 15-20% de chances que ce soit effectivement un mouvement à la hausse. Non mais pour expliquer le fait qu'on soit tous un peu embrouillés aussi. On devançait ma pensée. Et ce que j'allais dire, c'est qu'à court terme, on peut quand même avoir un marché qui reste extrêmement hawkish et une Fed qui reste très très prudente sur sa capacité à baisser les taux. Et il faut voir qu'aujourd'hui, on peut quand même être surpris par la résilience de l'économie américaine. Si on regarde les projections de croissance pour l'économie américaine pour l'année 2024, ils n'ont cessé d'être revus à la hausse par les investisseurs. Et aujourd'hui, pour moi, il y a 5 facteurs importants pour expliquer cette croissance surprenante. Premier, c'est soutien budgétaire. Ce qu'on parlait, soutien budgétaire qui est inédit alors qu'on est une période au plein emploi avec des pressions inflationnistes. Le deuxième, c'est un marché de l'emploi extrêmement résilient. Et cette résilience s'explique quand même, je trouve, en partie par le fait qu'on a une population vieillissante. Aujourd'hui, globalement, 25% de la force de travail aux États-Unis a plus de 55 ans. Donc, il y a une force de travail importante qui quitte le marché du travail, rien que pour des questions d'âge. Et aussi le taux de participation des plus de 55 ans qui ne remonte pas, parce qu'on a des effets de richesse qui restent très, très positifs. Et ce n'est toujours même pas compensé. On voit toujours que si on regarde l'évolution de la force de travail, il manque globalement 3 millions de personnes. Donc, ce vieillissement n'est pas compensé par la hausse sans précédent de l'immigration. Ouais. Donc un marché du travail qui est résilient, des entreprises qui continuent toujours à très bien se tenir. Si on regarde les marges, elles ont certes un peu baissé après le Covid, mais aujourd'hui elles se tiennent très très bien grâce aux gains de productivité. Et aussi, on n'a jamais eu les entreprises aussi prudentes sur la dernière décennie. Si on regarde la croissance de la dette, que ce soit pour les entreprises investment grade, que ce soit pour les entreprises du Haïd, les entreprises, depuis le Covid, sont très très prudentes. En discipline. Et très disciplinées sur cost efficiency, l'efficacité des coûts. Et ça marche. On a des marges qui arrivent à tenir. Les entreprises bénéficient également d'une décennie de taux bas. Si on regarde le coût moyen de leur dette, il est extrêmement bas. Alors, il remonte un peu, évidemment, mais il reste bas. Et les hausses de taux pour les entreprises qui ont des dettes sur des maturités longues vont mettre un certain temps avant d'impacter le coût moyen de la dette. Et les entreprises ont également bénéficié
du pivot dovish de la Fed fin de l'année dernière. Et depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on a sur les marchés obligataires? Des montants records d'émissions. Alors ça, en fait, ce qui est très très amusant, c'est le pivot dovish de la Fed à limiter la capacité de la Fed à baisser de façon effective ses taux. L'effet de marché a été tellement puissant. Exactement. Qu'au-delà même des effets financiers, c'est un effet de soutien à la croissance qui a été généré pour l'économie américaine. Et ce qui est très drôle, c'est qu'aux États-Unis, vu que c'est une économie qui se finance essentiellement à 80% via les marchés, il a suffi que Powell dise pas de problème, l'année prochaine, on va pouvoir commencer à vous baisser les taux pour que l'économie bénéficie immédiatement via les anticipations de baisse de taux de ces baisses de taux. Alors qu'en Europe, on est sur une économie qui se finance essentiellement via la banque. Il faut que les taux baissent de façon effective pour que l'économie ça se transmette. Alors, un soutien budgétaire, un marché de l'emploi, des entreprises où globalement les fondamentaux se tiennent à peu près, des ménages, si on regarde les bilans, les ménages sont endettés essentiellement à taux fixe maintenant sur la partie mortgage. Le coût d'intérêt effectif sur les mortgages, 3,6. Taux fixe, maturité longue. Et ils ont refinancé la dette comme les entreprises pendant la période du Covid. Donc pas de sujet. Et sur l'immobilier résidentiel, alors certes, les ventes neuves baissent, mais sur la construction, il y a encore tellement de pénurie que l'activité sur la construction tient. Mais du coup, je reviens à votre lapsus. Est-ce qu'il faut se poser la question de savoir si à ces niveaux-là, 5,25, 5,50 de taux directeur, est-ce que la Fed est restrictive ? Est-ce qu'elle l'est suffisamment? Et est-ce que le seul facteur temps, c'est-à-dire maintenir les taux à ces niveaux as long as needed pendant encore quelques temps, est-ce que ça suffit à rendre la Fed confortable, puisque visiblement elle ne l'est plus? Alors, on commence à avoir une partie de l'économie américaine qui est impactée par ces taux réels plus élevés, qui sont les ménages avec les plus faibles revenus, parce qu'on a une grande partie de leur passif qui a un taux variable qui est près de la consommation, et les taux les cartes sur les cartes de crédit sont à 20%, donc eux, ils prennent de plein fouet, ils subissent de plein de fouet les hausses de taux. Et aussi, on voit aujourd'hui les défauts sur les cartes de crédit, les prêts au taux, on tourne autour de 8. Et les entreprises les moins bien notées, les entreprises 3C. Ah oui. Et on voit aussi dans les enquêtes NFIB sur les petites entreprises, on voit que ça commence à souffrir un peu, que ça commence. Mais donc on a les hausses de taux, les taux les parties les plus fragiles de l'économie et du marché commencent à souffrir, les plus vulnérables. Les plus vulnérables. Donc maintenant l'idée c'est, mais je pense qu'il va falloir quand même rester dans une période des taux élevés plus longtemps pour que l'impact de ces taux arrive à faire baisser l'inflation. Parce qu'on a quand même une réaccélération de l'inflation depuis le début de l'année. Le momentum, effectivement, repart à la hausse. Quand Jérôme Powell, Sébastien, nous dit que les taux resteront à ces niveaux as long as needed, est-ce que ça peut se traduire en langage simple? Notre scénario de base à la Fed est en train de basculer vers zéro baisse cette année. Non, il a basculé. Il a basculé. Donc pour Powell, il a basculé. Il nous l'a dit il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire à la fin de l'année dernière, que c'est lui qui s'est engagé aux baisses des taux. Et là, il dit, en fait, le scénario se passe pas exactement comme je l'avais prévu. Il n'empêche que, moi, je ne sais pas si l'inflation est en train de réaccélérer. C'est vrai qu'il y a quelques mesures, il l'a dit, Powell. Sur 3 mois, 6 mois, les gens ont ressorti ces genres de mesures. Parce que lui-même nous mettait le nez dessus. C'est lui qui nous a mis le nez dessus. Il n'empêche que la tendance, c'est quand même pour que l'inflation décélère. Évidemment, une grosse partie de cette décélération tient à ces effets temporaires. On a eu plusieurs petits chocs énergétiques. Là, les problèmes géopolitiques, heureusement, semblent s'apaiser. Le pétrole baisse. Ça sera une bonne nouvelle pour l'inflation headline, comme on dit. Donc moi je pense que la tendance c'est bien là. Le problème c'est la vitesse avec laquelle ça décélère. Et c'est vrai que une économie qui reste robuste pourrait, encore une fois, mettre plus de pression sur les salaires. Il n'empêche que si la situation ou la tension sur le marché de l'emploi était aussi forte qu'au début de la sortie de pandémie, on aurait toujours un taux de chômage peut-être encore plus bas, on aurait toujours des gens sur le marché du travail qui ne quittent plus ou qui quittent très rapidement l'emploi, et c'est pas le cas. Donc il y a quand même des mesures qui montrent que les choses s'apaisent, même les salaires décélèrent par rapport à où on était. Une des raisons, c'est l'inflation. Il y a une sorte d'indexation et c'est normal. Donc je pense que on va dans la bonne direction. On est toujours sur le bon chemin. On est sur le bon chemin, mais nous, on l'a toujours dit. Nous, on était des hawks de l'inflation depuis très longtemps. Nous, on pense que l'inflation va dans le bon sens. Il n'empêche que le fait que l'économie résiste, la lenteur va être encore plus importante. Et donc, il faut être plus prudent.
Il n'empêche que les taux réels sont élevés, puisque l'inflation décélère. Donc, nous, notre idée, c'est qu'il faut soulager un peu cette tension sur les taux. Les taux longs ont monté. Alors, évidemment, il faudra voir est-ce que l'économie réelle réagit un petit peu ou décélère, ou si l'inflation converge. Est-ce que ça sera magique? Nous, on n'a jamais cru que c'était magique, à la fameuse inflation un peu immaculée, c'est ça. Il n'empêche que il se peut qu'on ait ça. Sur la partie budgétaire, heureusement, les choses se calment un peu. Le déficit va être presque un petit peu moins important que l'année dernière, mais autour de 7%. Ouais. Il était près de 8%, Ouais. donc un peu moins l'année dernière. Donc, ça va être moins puissant que l'année dernière. L'année dernière, on a une stimulation budgétaire qui a été extrêmement puissante aux États-Unis, alors que nous, on n'a rien eu en Europe. C'est une partie de l'exceptionnalisme américain vient de là. Donc, nous, on croit à cette tendance. Mais est-ce que pour la Fed, qui a besoin d'être confiante, comme nous dit Powell, pour que la tendance aille vers 2%, ça va prendre plus de temps. Il n'empêche, il ne faut pas oublier, pour la Fed, dans son modèle, ou la façon, ou sa fonction de réaction, comme on dit, les marchés, c'est important. Ouais. Et décevoir de trop les marchés est un problème pour la croissance américaine. Donc, un geste qui irait dans le bon sens, moi, ça me semble naturel de la part de la Fed. Elle peut trouver la justification encore qui lui permettrait d'initier au moins un mouvement au cours des prochains mois. Si la décélération de l'inflation se poursuit, même de façon au compte-gouttes, je pense chaotique, elle pourrait ajuster sa politique de 25 points de base. S'il le fait en juillet et attendre septembre pour en faire une autre, et il n'y aura que 2. Et il faut se rappeler, il y a quelques mois, on était à 6-7 par le marché. Donc ça va vite, ça va très vite. Ça peut changer très vite. Il n'empêche que c'est vrai, on est au niveau mondial dans une reprise, notamment du secteur industriel, ce qui est positif. On ne le voit pas dans les prix des biens, ce qui est plutôt quelque chose de positif. Ça va commencer à se voir et les choses vont se stabiliser. Donc ça sera aussi un problème pour la Fed. Il n'y a plus de contribution des biens à la désinflation aujourd'hui. Pas aussi forte qu'avant, parce qu'on a nettoyé, il n'y a plus de goulot d'étranglement aussi fort. Certes, il y a les problèmes en mer Rouge, donc rouge et noir. Et donc, ces choses-là semblent se soulager un peu aussi. Donc, non, moi je crois que la désinflation est bien entamée, mais elle va prendre beaucoup plus de temps. Nous, on a encore une inflation à plus de 2,5% en 2025. Donc, ça va être lent. Ça va être lent. Et ça ne veut pas dire que la politique monétaire doit rester comme ça, parce que là, ça va faire très mal sur la croissance. Mais la fenêtre, elle est un peu étroite, peut-être qu'elle va être fermée et que cette année, il n'y aura rien de la part de la Fed. Je pense que c'est le risque qui n'existait pas pour les marchés il n'y a pas longtemps. Et c'est un des éléments qui, quand même, fait souffrir un peu le marché. L'ajustement qu'on a vu, rappelez-vous, on n'a pas vu des ajustements de 2% depuis je ne sais pas combien. Et là, on a fait 4 sur le depuis au moins 5 mois, Voilà. Non, mais le fait que, pour plusieurs raisons, et commencer par des raisons économiques, macroéconomiques, la Fed soit obligée de retarder encore ces baisses de taux assurantielles, c'est comme ça qu'elles étaient présentées, est-ce que ça maintient quand même l'idée que l'économie américaine peut atterrir doucement, si elle doit atterrir, ou est-ce qu'au fur et à mesure qu'on reporte ces baisses de taux, est-ce que ça recrée un risque de lending un peu plus difficile ? C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment ça se fait que l'économie continue à croître, à ce que tout le monde pense, et au-dessus du potentiel. La croissance américaine était considérée... on a eu là toute une série d'arguments hyper solides. Et elle est toujours... et on l'a depuis l'année dernière. L'année dernière, et on vit encore là-dessus, on a eu une impulsion budgétaire extrêmement forte. Je pense qu'elle va commencer c'est le facteur essentiel. Le reste... C'est, je pense, beaucoup moins important. Et cette dynamique, elle peut être porteuse. Et on va voir si l'inflation s'arrête de décélérer. Voire, on a une accélération sur un point. Les services, la Fed ne peut pas baisser ses taux. Bon, comment vous regardez la situation, et notamment du point de vue des marchés des actifs risqués, Julien, est-ce que l'ambiance est en train de tourner depuis quelques semaines maintenant, sachant qu'au premier trimestre, les taux longs pouvaient remonter, mais c'était toujours vécu comme une bonne nouvelle pour les marchés actions, notamment parce que derrière la remontée des taux longs, il y avait justement plus de croissance. On révisait à la hausse la croissance américaine de 1 à 2, quasiment, grosso modo, pour le consensus. Là, est-ce que l'histoire est en train de changer avec des taux longs à 4,50, 60, 70 ?
Non, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de gros changements. Le marché reste focalisé sur effectivement la croissance. On l'a bien vu, même si on a une remontée des taux, le point bas qu'on a eu au mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, les valeurs de croissance qui, normalement, sont les plus sensibles à la remontée du taux d'actualisation, c'est celles qui ont le plus performé parce que c'est celles qui ont le plus de croissance. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de vrais changements, en tout cas sur la partie des marchés actions, évidemment. Ouais. Il n'y a pas de souci particulier. D'ailleurs, on en reparlera, mais on voit qu'on reparle d'IPO même en Europe, d'introduction en bourse. Donc on voit qu'il y a de l'appétence. Les marchés ont certes corrigé un petit peu, mais ça reste quand même, on reste quand même sur des niveaux qui sont tout à fait élevés. Et si on regarde la prime de risque du marché action, sur l'Europe, il n'y a pas de choses anormales, mais sur les États-Unis, on est sur des niveaux quand même qui nous rappellent il y a une vingtaine d'années. Alors certes, c'est pas les mêmes sociétés, il n'y a pas les mêmes niveaux de résultats, etc. Mais la prime de risque action, elle a quasiment disparu aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. Sur le marché américain. Oui. Donc. L'obligataire yield plus que les actions aux États-Unis aujourd'hui. Exactement. Et c'est cet effet croissance qui joue, parce que de toute façon, il n'y a que deux choses qui peuvent l'expliquer. Soit on pense que les taux vont baisser trop vite, on est tous d'accord pour dire que ça va être compliqué. Et donc la seule solution, c'est qu'il y ait une croissance qui est très forte. Et ça se voit d'ailleurs dans les attentes de résultats sur le premier trimestre. L'essentiel de la croissance d'IPS aux États-Unis sont les grandes valeurs. Ouais. Sur certains secteurs, on est à plus 20 sur le secteur des technologies de l'information. Si on retire Nvidia, on n'est plus qu'à plus 9. Ah oui. Donc c'est des effets qui sont colossaux, massifs. Donc il y a des marchés qui sont vraiment distordus. Et ça se voit aussi d'ailleurs dans les performances. Si vous avez un S&P 500 ou un S&P 500 Equal Weight, etc., les performances sont plus du tout les mêmes. Donc globalement, on ne voit pas de bulle sur le marché action. Sur le marché obligataire, je dirais que ils sont encore plus spécialistes que moi sur le sujet, tous les deux, mais globalement, nous, on est plutôt à se dire que sur ces niveaux-là, commencer à reprendre ne serait-ce que pour des raisons de portage. Bon, voilà, c'est pas idiot. On ne croit pas à une hausse des taux, pour le coup. On ne croit pas non plus aux 3 baisses. Si on a une cette année, je pense que ce sera bien. Parce qu'en plus, il va y avoir l'effet électoral. On n'en a pas parlé, mais selon la personne qui est élue, si c'est Donald Trump, il peut remettre une couche. Bien sûr. Il veut baisser le taux d'imposition des sociétés. Il veut éventuellement refaire plus de dépenses budgétaires. Refermer les vannes de l'immigration, le protectionnisme, donc les salaires, le protectionnisme. Quand on regarde aussi l'utilisation des enveloppes sur la partie budgétaire, on est loin d'avoir tout vu quand même sur les différents plans de relance. Donc tout ça fait que il n'y a pas vraiment de raison de baisser les taux, si ce n'est des questions de crédibilité politique ou que sais-je. Voilà. La situation européenne, évidemment, est un peu différente. Ouais. Mais c'est intéressant le point quand même. Vous dites, là, pour les marchés actions, tant que la Fed est en capacité quand même de délivrer à un moment une recalibration de sa politique monétaire, que l'inflation soit à 2,5, 3, c'est pas un problème. L'inquiétude principale, c'était... alors évidemment, il y a le coût de refinancement et la sous-performance des small limit cap qui sont plus sensibles à ça. Ça, c'est clair. On l'a vu la semaine dernière. Dès que c'est un peu trop chaud sur l'économie américaine, donc moins de baisse de taux, boum. C'est compliqué. Donc ça, cette partie de la cote, oui. Par contre, sur les large cap, finalement, tant que et on le voit d'ailleurs sur le niveau des marges, globalement, les marges tiennent bien, même dans un environnement avec beaucoup d'inflation. Il y a eu beaucoup de pricing power. Et c'est ça aussi qui avait surpris... on recule un petit peu, mais ça qui avait surpris quand personne ne s'attendait à ce que les sociétés soient capables d'encaisser des tels niveaux d'inflation. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et avec peut-être même le retour des volumes. Je ne sais pas, une publication comme Danone aujourd'hui nous signale qu'il y a des effets prix, toujours, bien sûr. Les marques sont fortes. Mais il y a aussi du volume qui revient maintenant. Bon, ça, faut quand même pondérer un petit peu ça, parce que Danone, c'est un cas un peu particulier, mais on voit que on ne peut pas généraliser à partir du cas Danone. Regardez, tu voyez, je sais pas, on va prendre une blue chip comme Nestlé, qui a toujours été adorée dans les portefeuilles. Vous voyez sa performance sur les derniers trimestres, c'est quand même très très compliqué. Donc voilà, là-dessus, un peu plus de modération, mais globalement, si vous êtes très international, vous avez un bilan sain, tout va bien. Bon. Effectivement, pour l'instant, je ne sais même pas si on a baissé de 5% sur les grands indices. À peine, c'est 3 à 4% de baisse peut-être depuis le début du mois. Valentine, bien sûr, puis je veux bien qu'on aborde quand même la question BCE versus Fed. Si la Fed en est à ne pouvoir délivrer qu'une ou 2 baisses de taux, qu'est-ce qui se passe pour la BCE, ou voire 0 pour la Fed? Je pense que ce qui était intéressant de voir, c'est que les hausses de taux, le retour à des taux élevés, a matérialisé les déséquilibres qui ont été créés par une décennie de taux bas. Et ça, c'est ce qu'on voit maintenant.
les large cap versus les small cap, les entreprises qui ont accès au marché versus les entreprises qui n'ont pas accès au marché, les ménages qui ont accès à du crédit immobilier, les ménages aisés qui bénéficient de l'effet richesse positif versus les ménages qui sont endettés juste sur du crédit conso. Donc on a vraiment aujourd'hui des déséquilibres, une accélération entre les déséquilibres. Et ça, c'est vraiment le résultat de cette décennie de taux bas. C'est le miroir, effectivement, de cette décennie de taux zéro, quoi. Vraiment garder à l'esprit que toutes ces questions aujourd'hui qu'on se pose et pourquoi est-ce que l'impact n'est pas aussi fort, on sort d'une décennie de taux ultra bas où il y a eu énormément et encore énormément de liquidités. Et ça, c'est encore à prendre en compte. Donc les taux aujourd'hui impactent l'économie. Je reste persuadée de ça. Je ne pense pas que l'impact des taux soit derrière nous, comme sur certains scénarios sur le marché. Mais par contre, le décalage avec lequel les taux impactent l'économie est beaucoup plus long que ce à quoi on s'attendait. Bon. Qu'en est-il du côté de la Banque Centrale Européenne ? Je crois qu'elle a pris acte qu'il y a peu de chances que la Fed puisse baisser peut-être ses taux en juin. Tout est encore ouvert. Personne n'a été définitif là-dessus à ce stade. Mais qu'est-ce qu'il advient de la Banque Centrale Européenne si elle doit être solo pour quelques mois La BCE, la BOE. Oui, BCE, bien sûr, mais toutes les autres. Elle n'est pas seule dans ce bateau. Toutes les autres. Qui vont regarder la Fed. Alors les Suisses sont déjà partis, eux, par exemple. Ouais. Les Suisses sont déjà partis. On va devoir baisser nos taux alors que la Fed ne les baisse pas. Quid de la devise. Donc oui, ça va être très très challenging pour la BCE. Ce qui est amusant de voir, c'est que l'économie européenne est quand même dans une dynamique qui est vraiment différente de celle de l'économie américaine, même si les surprises économiques sont positives, on n'a absolument pas les mêmes révisions à la hausse de la croissance européenne. Non, on a passé un point bas, mais on n'est pas en phase de décollage, quoi. On est surpris à la hausse, le secteur des services tient bien, l'économie européenne bénéficie des revenus réels positifs, d'un secteur des services qui tient, d'une consommation qui tient, mais la différence, c'est l'impact des taux sur l'activité du crédit est beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide en Europe qu'aux États-Unis, parce qu'en Europe, comme je l'avais dit précédemment, on dépend du crédit bancaire. 80% de l'activité de crédit se fait via les banques. Et on voit que contrairement aux États-Unis, on a toujours une expansion du crédit. En Europe, on a une contraction du crédit. Et si on regarde la dernière enquête... Parce qu'il n'y a pas de demande, Aussi parce qu'il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande, mais il n'y a pas de demande. Pourquoi ? Parce que les conditions, dans le dernier Bank Lending Survey, je crois, les conditions d'octroi se sont un peu détendues, mais ça ne relance pas pour autant la distribution. Alors moi j'aime bien qu'on dise qu'il n'y a pas de demande, mais quand on regarde le niveau des taux, on peut comprendre pourquoi il n'y a pas de demande aussi. Ouais. Donc il y a des taux quand même, des coûts de financement qui restent extrêmement élevés. Et on voit que la demande a continué de se contracter. Donc, et là je pense que c'est pour ça que la BCE est très motivée pour... et alors, quelle marge de manœuvre ils ont s'ils doivent compter sans la Fed au moins pour quelques temps ? Nous on reste toujours dans un scénario où la Fed... pourrait quand même baisser ses taux. Donc, mais si on bascule dans ce scénario, pas de baisse de taux, je pense qu'on va devoir considérablement revoir à la baisse le nombre de baisses. Forcément, il y a un impact. Oui, sur le change. Et surtout si on a des tensions sur le prix de l'énergie avec le risque géopolitique. Donc il y a des tensions qui peuvent être sur l'inflation importée. Donc ça reste un risque. Et après, si moins de baisse de taux, ça veut dire plus de risques sur la croissance l'année prochaine. Quelle marge de manœuvre pour la BCE si la Fed est encore un peu plus sur la retenue dans les prochains mois Moi, je pense qu'elle a pas mal de marge de manœuvre. Donc, quand je dis pas mal, c'est effectivement par la devise. On voit bien, dès qu'il y a eu une Fed qui nous a dit qu'elle elle baissait même pas les taux ou on les baissait de façon plus graduelle, le change est parti très vite. Le dollar est pas à son plus haut, mais avec le yen, avec pas mal de devises, pas avec l'euro. Non, mais donc la BCE va prendre en compte. Mais moi, je pense toujours que la BCE va baisser ses taux en juin. D'abord parce que c'est plus annoncé même que ce que la Fed a dit de ne pas les baisser. C'est dit explicitement par Villeroy aujourd'hui, une fois encore. Bon, lui, le 6 juin, on baisse, et moi, il dit, je suis ouvert à une baisse chaque meeting après le 6 juin. Oui, lui, il est assez agressif là-dessus. C'est pas le seul, mais il est vraiment dans le camp des colombes, comme on dit. Mais je pense que le raisonnement vient justement de ce point sur l'état des deux économies. C'est-à-dire que nous, ça fait 1 an et demi qu'on stagne. Et donc, il y a, comme le disait Lane, nous, on a quand même souffert. C'est-à-dire l'Europe a souffert dans cet ajustement. Il y a beaucoup de catégories qui ont souffert. Nos entreprises ont bénéficié de la croissance européenne. Les entreprises qui se sont très bien comportées pendant cette période
période, c'est celles qui exportaient ailleurs et non pas celles qui vendaient en Europe ou certaines qui ont maintenu leur marge. Beaucoup ont réussi, notamment les grosses, à augmenter leur marge. Donc, cette douleur, je pense qu'on le voit dans cette désinflation, reste une viscosité malheureuse et qui fait mal dans les services et qui est liée sur ces pressions salariales qui restent ici et là. Mais je pense que la tendance est bonne et encore une fois, vu ce qui se passe au niveau du crédit, je pense que la BCE n'était pas contente de voir le dernier rapport, même si les anticipations étaient pour une amélioration, notamment de la demande, plutôt des côtés des ménages que des entreprises, justement. Et la BCE sait que même si elle dit que les data dependent, si elle est un peu forward-looking, si elle regarde un peu loin, il faut soulager un peu cet étau de la politique monétaire. Je pense que, et juin, c'est très bien. En revanche, 3 au maximum, si on n'a que 2 aux États-Unis, voire si on n'a pas, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, parce que là... La limite est là. Oui, parce que là, gérer le change, ou le tumulte qui amènerait le change, pour l'instant, les Japonais font rien. On était à 154, je crois, contre le... Et donc, il faut quand même que... Les Japonais ont beaucoup parlé, mais ils n'ont rien fait. Et donc, il faut être prudent. Et au niveau du marché action, je pense que là, on est en convalescence. Moi, je continue à penser qu'on aura une correction à un certain moment, parce qu'on a quand même anticipé trop de belles choses. Alors, il y a beaucoup de l'IA, etc. Je pense que dans les small caps, et si la BCE fait quelque chose, on va avoir des gens qui vont réussir à avoir un peu plus de demande, à corriger. Ils se sont quand même ajustés au cours de la période. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a quand même une logique de retour à la moyenne, vous dites, pour des segments de marché qui... Si. La BCE baisse et soulage un peu l'accès un peu au crédit, et si les quelques petites données qu'on a sur la demande européenne pour des small caps qui sont moins internationales et qui ont besoin de la demande ici, je pense que ça peut mieux se passer, mais il faut être un bon stock picker pour choisir qui on prend dans son panier pour pouvoir performer. L'intérêt, c'est que la cote small et mid cap en Europe, elle a aussi des boîtes de grande qualité, peut-être plus d'ailleurs que sur un Russell 2000 américain, profonde, liquide. Bref, c'est peut-être une des plus belles cotes au monde, small et mid en Europe. Baisse de taux de la BCE, si... Partons de cette hypothèse. Oui, typiquement, c'est le genre de segment de marché qui en profitera, Julien ? Oui, en toute logique, par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Si on reprend un peu de croissance en Europe, des coûts de financement qui baissent un peu, c'est assez évident. Après, il y a aussi je sors un peu de la logique économique et des logiques quand même techniques. C'est que tout le monde en fait des ETF, tout le monde achète les mêmes boîtes, les très grosses, parce que c'est liquide, c'est facile, je rentre, je sors, etc. C'est les boîtes de méga trend. Et donc, il y a quand même ce phénomène-là qui est extrêmement fort. Tous les sujets du gouvernement, comment est-ce qu'on fait pour financer les plus petites valeurs, etc., retrouver de l'intérêt, les levées de boucliers aussi des gérants. On revient sur MiFID 2. Non, mais enfin, Oui, c'est pas si on veut des idées, s'ils veulent des idées, on peut en donner. Et quelque chose, c'est sûr qu'on devait compléter un mandat de gestion avec toute la documentation. Bon, il faut avoir le cœur bien accroché. Il y en a plein, moi j'en entends pas des idées pour raviver le marché. C'est sûr. Mais globalement, oui. Non, mais vous dites, il y a quand même des facteurs techniques et même réglementaires qui ont quand même cassé quelque chose. Et Value for Money aussi qui a rajouté. Enfin, on sort du sujet. Mais globalement, la gestion active, en plus, globalement, elle a plutôt sous-performé parce qu'elle est plus mid en moyenne que les fonds très large cap. Donc, du coup, elle se fait sortir des référencements. Cercle vicieux. Les fonds de fonds, ils disent il faut que je baisse mes frais, donc j'ai pas 50 solutions, il faut que je mette plus d'ETF dans mon fonds. Et en fait, il y a plein de facteurs techniques très intéressants qui rajoutent des couches et qui font globalement, aller sur les small et mid, c'est compliqué. Ce qui n'empêche pas que les boîtes sont très belles, mais... Et après, on pourrait se dire le catalyseur serait de voir des VC sortir les sociétés de la cote. Ce serait ça ce que tout le monde attendrait comme catalyseur. Bon, ils ont un problème aussi de sortie, même sur certains de leurs fonds. Donc pour l'instant, c'est pas très clair. On a même CVC qui veut s'introduire en bourse. Donc bon, voilà, c'est un peu le paradoxe. Grande firme de private equity britannique. Exactement. Donc globalement, oui, sur l'idée des small et mid, mais je pense que les investisseurs vont avoir quand même du mal à y aller. Et après, il y aura toujours les effets, comme cette année, à la fin d'année, les phénomènes de flux. Il y a pas de flux en fin d'année, on réalloue nos portefeuilles. Ça sous-performait, donc on en remet un peu. Comme c'est pas liquide, tout de suite, ça remonte.
Voilà. Après, il y a d'autres segments comme l'immobilier coté aussi, qui serait évidemment un gros bénéficiaire. Alors, qui a bien remonté en fin d'année quand ça s'est un peu emballé sur les taux, qui a recorrigé un petit peu. Et c'est vrai que il y a des cotes sur ANR qui sont quand même. Il faut choisir bien sûr le segment, etc. Mais il y a des cotes sur ANR qui sont extrêmement importantes. Et c'est vrai que si on compare même avec les baisses qu'on a vues sur les SCPI, même si ça fait crier certains investisseurs, on a des cotes quand même qui sont très bien plus larges, bien sûr. Souvent pour des actifs de meilleure qualité en plus. Ah oui, d'accord. Donc oui, ça peut être des segments qui seront bénéficiaires et en plus, comme on disait, des segments assez étroits en termes de liquidité. Tiens, puisqu'on parlait des marchés de capitaux, donc il y a quand même un succès aujourd'hui, c'est l'arrivée de Planisware sur le marché d'Euronext à Paris, Julien. J'ai du mal à imaginer qu'une hirondelle fasse tout le printemps, mais il faut quand même se réjouir que plus de 2 ans après OVH, 2 ans après Believe, on est quand même une nouvelle boîte de tech qui... Believe qui a quitté la cote en plus. Oui, non mais... Alors, non mais, très bon point. Est-ce que vous retenez Planisware ou est-ce que vous retenez Believe qui, 2 ans après son introduction en bourse, sort de la cote 20% moins cher qu'elle n'y était entrée, Julien? Oui, bon, après c'est... c'est vous qui le mettez sur la table. Moi, j'adore le sujet. Donc, déjà, Believe, c'était en tout cas un modèle économique avec des avantages et des inconvénients, mais pas forcément extrêmement robuste. En tout cas, le plan de marche a été délivré quand même sur les 2 ans. Mais bon, quand on compare avec les gros acteurs par rapport à Universal, Ok. Moi, en tout cas, j'étais pas convaincu, d'accord. Pas convaincu du dossier. Non, mais dès le départ, je crois qu'il y a eu un quiproquo sur ce qui faisait le modèle, etc. Peut-être que ça a été mal communiqué, peut-être que les investisseurs ont mal compris, peut-être que c'est les deux, etc. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une valeur tech. La bonne nouvelle, c'est Planisware. On a une valeur tech qui s'introduit. Alors ils ont tapé le bas de fourchette qu'ils avaient annoncé au mois d'octobre. Ça rebondit, la valorisation est bonne, donc ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on va enfin arriver à attirer quelques valeurs technologiques sur les bourses européennes, notamment à Paris? Il faut l'espérer, parce que c'est quand même un de nos gros sujets. Parce que, évidemment, il y a le luxe, mais ce serait bien qu'il y ait un peu d'autres secteurs sur lesquels on puisse, en tout cas, avoir créé... L'innovation au sens large, j'ai envie de dire. Oui. Je ne veux pas résumer ça à l'innovation, quoi. Alors, si ça doit servir à quelque chose, la bourse, c'est financer l'innovation. D'ailleurs, l'autre introduction en bourse qui n'a pas marché, c'est la distribution automobile, Astara, le groupe espagnol. Qui a coupé le projet d'ailleurs, c'est ça. Le projet complètement. Douglas qui est revenu aussi sur du traditionnel, vente de parfums. Ça n'a pas marché. C'est compliqué. C'est des gens qui étaient en bourse, qui étaient sortis, qui sont revenus. Voilà, donc je pense que les gens ont... De toute façon, déjà les investisseurs veulent des valeurs avec vraiment, même s'ils ont un peu de croissance, je suis un peu excessif, mais ils veulent des valeurs de croissance structurelle. Et on a besoin d'avoir de plus en plus ce genre de valeurs. Et je pense que globalement, les investisseurs européens sont très demandeurs, puisque vous regardez les portefeuilles, tout le monde a beaucoup d'ASML, notamment. Dans tous les portefeuilles, quasiment, c'est la première ligne. Alors, c'est un des plus gros poids de l'indice, mais aussi parce qu'on manque de profondeur pour des valeurs technologiques, tout simplement. Et donc, tout le monde achète. Dès qu'il y a quelque chose de à peu près, en tout cas, avec une bonne visibilité et assez gros sur la tech, tout le monde y va. Est-ce qu'il faut que les particuliers puissent participer à ces opérations, ou est-ce que, ce qu'on m'a expliqué aussi, de mettre les particuliers de côté au moment de l'opération, ça permet aussi parfois d'aller plus vite sur l'opération, de moins traîner, de moins être obligé de rediscuter ou renégocier du prix, et donc typiquement Planisware s'est fait visiblement sans les particuliers, je crois, Julien. Oui. Le sujet de savoir est-ce qu'on a envie qu'il y ait plus d'investisseurs particuliers ou pas, ça c'est un sujet, je n'ai pas la réponse personnellement, mais en tout cas, soit ils doivent passer par... Mais est-ce qu'ils doivent être au primaire ou est-ce qu'il faut qu'on les attende à un autre moment peut-être de la vie de l'entreprise en bourse? Globalement... ça implique des contraintes aussi. Quand on veut avoir des particuliers dans le primaire, dans l'opération primaire, ça génère des contraintes qui font que l'opération est peut-être moins... solide que s'il n'y avait pas de particulier. Globalement, le primaire, c'est quand même un exercice compliqué, même pour des investisseurs institutionnels. Par expérience, si en général vous êtes très bien servi, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est pas bon signe. Et donc du coup, dire aux particuliers venez plutôt sur le secondaire, à la limite, je trouve que c'est peut-être plus raisonnable, parce que très souvent le particulier, il a tendance dans son portefeuille à pas beaucoup diversifié. Ce qui a dégoûté beaucoup de particuliers, c'est justement sur des opérations au primaire où ils étaient appâtés et où ils se sont retrouvés effectivement le bec dans l'eau. Je dirais que c'est souvent le discours d'ailleurs qu'on a avec des clients privés quand on en rencontre. C'est
bien leur expliquer qu'on gère du risque et pas seulement de la performance. Et eux, souvent, quand ils gèrent leur portefeuille, ils sont plus en mode je veux faire la plus grosse performance possible, quitte à ce qu'il puisse se passer des petits accidents. Ouais. Intéressante parenthèse sur la manière dont les marchés fonctionnent. Bon, petit tour sur ce qui vous intéresse en matière d'investissement aujourd'hui dans la sphère obligataire. Valentine, est-ce que vous préférez, je ne sais pas, du US Treasuries ou du Govies européen dans la sphère souveraine? Et puis sur les marchés de crédit, ça s'est un peu réécarté. Est-ce que immédiatement ça devient des points d'entrée? C'est un buy the dip? Ou est-ce qu'on laisse courir un peu? Non, c'est pas un point d'entrée. D'accord. Mais néanmoins, sur le crédit, je resterai constructive, en particulier sur tous les noms qui sont bien notés, parce que les fondamentaux sont bons, que ce soit les fondamentaux des boîtes investment grade US ou européennes. Après, si on dort sur l'US investment grade, on va me dire les spreads sont vraiment tendus, sont chers. Oui, mais si on regarde aujourd'hui les montants, les encours qu'il y a sur le marché monétaire, 6 trillions, et que si la Fed commence à baisser ses taux, on va continuer, c'est ce qu'on observe depuis le début de l'année, d'avoir des flux positifs sur la classe d'actifs. Et on a des facteurs techniques aujourd'hui sur les marchés du crédit pour les noms qui sont bien notés, que ce soit investment grade, mais aussi les 2B, qui sont très très bons. Après, et il n'y a pas besoin on n'est pas obligé d'aller dégrader la qualité, justement. Il n'y a pas beaucoup plus à gagner si quand même. Il y a toujours plus à gagner en prenant plus de risques. Oui, c'est la hiérarchie logique, mais est-ce que c'est un risque qui en vaut la chandelle? Comme ça a été très, très bien expliqué juste avant, nous ne gérons pas que de la perte, nous gérons aussi du risque. Et voilà, donc ça, c'est là, tout était dit. Et je pense qu'aujourd'hui, si on rentre, il y a quand même un risque. Après, on a évoqué de rentrer dans un environnement où les taux restent plus élevés plus longtemps. On voit que ce risque va forcément peser de façon assez importante sur les parties les plus vulnérables. Sur les parties les plus vulnérables. Et si aujourd'hui on regarde les défauts sur le high yield, les défauts restent concentrés sur les 3C. Il n'y a pas très peu de défauts pour l'instant sur le simple B. Ça ne se diffuse pas. Non, ça ne se diffuse pas. Pour l'instant, c'est vraiment une histoire de petites et moyennes entreprises, d'entreprises avec des niveaux d'endettement élevés et surtout sur des maturités courte, mais par contre, si on reste dans un environnement où les taux vont rester plus haut plus longtemps, évidemment que le stress va se diffuser. Mais pour l'instant, je dirais l'investment grade, que l'on soit dans ce scénario où on peut peut-être avoir un peu plus de volatilité, certes, mais qu'on soit dans un scénario où les taux plus élevés plus longtemps, aujourd'hui, on a quand même des rendements qui sont... Alors en spread, c'est cher, mais en rendement, c'est intéressant, et les flux et les facteurs techniques sont très très positifs. Et sur du souverain, ça vaut le coup d'aller, je sais pas, chercher de la duration sur la courbe américaine quand on revoit les taux longs 10 ans au-delà de 4,50, 4,60. Il peut y avoir de l'appétit. Il y a des clients qui peuvent avoir de l'intérêt pour verrouiller, comme on dit, du rendement à ces niveaux-là. Ou est-ce que c'est encore très volatile, trop volatile? Est-ce que ça effraie encore la clientèle? Alors, par exemple, si on veut se couvrir contre un risque de récession dans un portefeuille... Pour une couverture, alors, d'accord. Une couverture, je trouve que c'est... D'accord. Après... je dirais aujourd'hui, c'est le moment peut-être de passer en termes de duration, d'être plutôt neutre et de commencer à réfléchir. Mais je dirais que c'est peut-être en façon tactique, c'est peut-être un tout petit peu trop tôt. Je m'attends quand même qu'au cours des prochaines semaines, le marché va rester hawk, c'est ça? On va quand même rester sur un Fed qui va rester très riche. Par contre, je pense que je partage le point de vue de cette table. Je suis beaucoup plus confiante sur la trajectoire de l'inflation sur la zone euro et sur le fait que la BCE va commencer à baisser ses taux au mois. Et donc là, c'est pro-duration alors? Exactement. On peut commencer à être... je suis beaucoup plus confiante sur une position duration sur le marché européen. Nous, on est très diversifiés dans ce monde compliqué. On parlait de géopolitique, on parle de la direction que prend l'inflation et surtout les banques centrales. Mais moi, je trouve que les taux à ce niveau-là, au risque de se tromper, pour les souverains, sont intéressants en tous les cas. C'est loquer ces niveaux de taux sur des portefeuilles datés, etc. Moi, je trouve que c'est intéressant. On peut se tromper, ça peut aller un peu plus haut. Mais même pour un investisseur qui est sans contrainte de ce point de vue-là. Nous, et même le marché pense la même chose. Le taux terminal, disons, à 2-3 ans, c'est quoi? C'est 3,70, beaucoup plus élevé que ce que dit la Fed à 2,60, et là, elle. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, nous, on est très diversifiés sur tous les segments. Sur le crédit, on reste, ça a été notre amour depuis le début, d'être sur les banques et aller chercher... Dette bancaire. Dans la partie risquée, les AT1. donc, et aussi sur l'investment grade,
graine et ça a très bien marché. Et il y a des segments intéressants. Donc pareil, on va chercher quand même un peu de risque sur du triple C ou des choses, ou du C tout court et qui est dégradé, mais parce que on pense que, justement, le modèle, il tient la route et on peut aller chercher un peu de yield. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe, vu l'incertitude, il vaut mieux être vraiment diversifié. Je pense que celui qui parie que ça va être toujours bien et que l'IA va tous nous porter vers l'avenir en chantant, je pense que c'est une erreur. Il vaut mieux être bien diversifié. Et nous, on voit des poches dans lesquelles on peut être et essayer de chercher de la performance avec un risque toujours qu'il faut maîtriser. Bon, qu'est-ce qui vous intéresse là en matière de philosophie aujourd'hui, d'investissement, de gestion des portefeuilles chez Taylor? Très rapidement, sur la partie action, évidemment, puisque au moins sur cette partie-là, on est tous d'accord qu'on est assez confiant sur la croissance, donc action américaine, qui nous semble évidemment assez porteuse. En cas d'élection de Donald Trump et de protectionnisme, en plus, on se dit que c'est peut-être pas idiot. Si jamais il baisse les impôts, ce sera la cerise sur le gâteau. Repeat de 2016, quoi. Exactement. Donc ça, là-dessus, on a une conviction. Plus le dollar qui peut aider. Donc là-dessus, on a une conviction assez forte. Et par contre, sur les taux, effectivement, oui, la logique de baisse des taux sur la partie européenne est plus évidente. Mais on se dit que c'est pas idiot non plus d'avoir sur la partie US pour aussi avoir de l'expo dollar au cas où la BCE se retrouverait obligée de baisser ses taux un peu plus rapidement. Donc sur ces niveaux-là, on commence à en embarquer pour le portage. Pour le dollar, on n'y croit pas forcément, mais en tout cas pour l'effet devise. Donc action, parce que là au moins ce sujet-là d'inflation, c'est pas un vrai problème pour l'instant. Non, 3% d'inflation. Entre 2 et 4% d'inflation, c'était maximal pour la valorisation des actions. C'est le sweet spot. Oui, ils vivent de ça aussi, les boîtes. Non, c'est l'un des meilleurs facteurs actifs pour se protéger de l'inflation. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Valentine Hainouz, Amundi Institute, Sébastien Paris-Sorvitz, LBPM, Julien Kistrebert, Taylor Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, c'est Jean-Jacques Ohana qui est à nos côtés, consultant indépendant et membre de la FinTech AI for Alpha pour cette chronique. Que dit l'IA de la situation des marchés? Vous travaillez avec les outils notamment d'analyse d'intelligence artificielle développés par cette FinTech AI for Alpha. Jean-Jacques, la question que vous posez ce mois-ci, c'est de savoir si on est en train de changer de régime qui était favorable aux actions sur l'ensemble du premier trimestre et même fin d'année dernière, vers quelque chose de beaucoup plus favorable aux matières premières. Absolument. C'est ce que nous voyons, nous, dans nos matrices et dans nos études de données à grande échelle. Alors, c'est pour l'instant une question, parce qu'elle est assez ouverte, mais elle mérite d'être posée, parce que l'idée, c'est est-ce qu'on a finalement... est-ce que le super cycle des matières premières qui a été engagé clairement en 2022 peut recommencer en 2024 ? Et est-ce que finalement, on n'est pas en train de basculer d'un risk-on à un commodities-on ? C'est une vraie question. Pourquoi ? Parce qu'on insiste quand même à un point d'inflexion depuis début avril. Alors, on peut le synthétiser. Ouais. Premièrement, une correction sur les grands indices boursiers de 3 à, je dirais, de 2 à 4% selon les indices. On est presque à 5%, je crois, au niveau américain. Ensuite, on a un écartement des spreads de crédit qui est à noter, qui n'est pas très important, mais qui est quand même assez significatif. On est à 30 points de base sur la dette au rendement. Donc, ce n'est pas catastrophique, mais cela veut dire qu'il y a une tension des conditions financières. Une augmentation des taux d'intérêt, et notamment des taux longs, 40 points de base à peu près aux États-Unis. Et puis sur les parties courtes, on est à 30 points de base. Donc ça veut dire que quasiment, on n'est pas loin d'annuler tout le mouvement de baisse du taux 2 ans de 5 points à 4 points. On fait des oscillations de 100 points de base. Et là, on est à 4,95. Mais l'obligataire en général, Aggregate, a effacé tout le rallye de fin d'année dernière. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu penser que cette hausse de taux... Alors, cette hausse de taux se traduit par une augmentation du dollar. Donc ça, c'est la partie logique. Surtout contre yen, mais aussi
contre euro. Ouais. Mais par contre, alors là, sur les matières premières, on a quelque chose de vraiment différent et qui est intéressant à analyser. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai voulu en faire le thème principal de l'émission. Parce que normalement, on devrait avoir, par exemple, une baisse de l'or, puisqu'on a une hausse des taux, Réel, en et, plus. une Taux réel. hausse des taux Oui, oui. réels, et puis une hausse du dollar. Ouais. Et c'est l'inverse qui se produit, et la hausse de l'or est quand même assez spectaculaire. On est de 14% depuis le début de l'année contre dollar. Et puis comme on sait que le dollar s'apprécie, on va jusqu'à 25% contre yen. On est quasiment à 20% contre euro depuis le début de l'année. Donc c'est intéressant déjà de comprendre et de mettre en perspective cette hausse de l'or. Et puis on pensait que c'était réduit à l'or dans un premier temps. Et puis après, il y a une contagion quand même. Le pétrole, je dirais qu'il y a un fondamental géopolitique particulier. Évidemment, avec les problèmes géopolitiques au Moyen-Orient, mais qui a quand même suivi. Et puis, ce qui est encore plus étonnant, et là, ça mérite d'être souligné, c'est l'envolée des métaux de base, et plus récemment du cuivre en particulier. Et tout cela n'étant pas lié à la croissance industrielle, ni à la croissance chinoise, puisqu'on voit que la croissance chinoise est plutôt moribonde. Elle a plutôt. Il y a des surprises positives quand même sur le cycle industriel mondial, manufacturier. Je dis pas que c'est la fusée qui décolle, mais on pense nos plaies quand même d'une certaine manière. Il y a des surprises plus positives. Alors oui, mais vous en faites pas un facteur dominant dans c'est pas un facteur dominant. D'accord. Et ok. la preuve que c'est pas un facteur dominant, c'est quand on voit les courbes de matières premières, en fait, les courbes sont pas en backwardation, ne sont pas inversées, ce qui signifie en fait qu'il n'y a pas de problème particulier d'approvisionnement et il n'y a pas une tension spécifique sur la demande. Donc c'est intéressant parce que en fait, on a une sorte de débasement monétaire. Une sorte de débasement monétaire qu'on voit très clairement avec l'or. Alors, l'or, il n'y a pas non plus d'engouement sur les ETF. Non, il n'y a pas de collecte. Pour l'instant, sur les ETF, il n'y a pas de collecte. Et donc, on penserait plutôt que ce serait drivé par, finalement, la demande physique, soit des banques centrales, pour les réserves d'or. Alors, à ce moment-là, il y a aussi un contexte politique qui peut le justifier. Et puis, globalement... finalement, on peut remettre en perspective la hausse de l'or par rapport à la hausse des crypto-monnaies. Il ne faut pas l'oublier. Alors maintenant, elle corrige, mais quand même, on a connu une hausse spectaculaire du Bitcoin. Et justement, on parlait la dernière fois d'un environnement spéculatif qui devenait assez inquiétant. Bouillonnant. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas étonnant de voir finalement un relais de l'or par rapport à la hausse des crypto-monnaies et finalement d'analyser cela par une forme de défiance, je dirais, généralisée des investisseurs, quels qu'ils soient, allant du privé jusqu'aux investisseurs institutionnels et surtout les banques centrales, pour les actifs, les réserves en monnaie fiduciaire. Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi cette perception ou ce risque de débasement? Qu'est-ce que ça veut dire notamment quand on écoute les banques centrales, Jean-Jacques? Le marché a du mal, ne croit plus que les banques centrales iront jusqu'au bout de leur combat contre l'inflation? Il y a plusieurs points. D'abord, ce qu'on voit, c'est que, et ça on l'avait plusieurs fois noté, c'est que les déficits mondialement sont à peu près tous hors de contrôle. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle des déficits. Il y a un contexte géopolitique qui peut-être le justifie, mais finalement, le résultat, et c'est ce qui intéresse les investisseurs, c'est que les déficits sont hors de contrôle. Donc ça, c'est le premier constat. Et c'est aussi bien vrai aux États-Unis qu'en Europe, en France, etc. Le deuxième constat, c'est finalement que les banques centrales ne sont pas finalement autonomes dans leur politique monétaire, et notamment dans la fixation des taux d'intérêt. On voit que finalement, dans le budget de l'État, aujourd'hui, la charge de la dette commence à s'alourdir. Par exemple, un chiffre qui est intéressant à savoir, et finalement ça va s'appliquer aussi en France, sur les 6% de déficit, peu ou prou du déficit américain, il y a 3% qui est du déficit primaire et 3% qui est dû à la charge de la dette. D'accord. Et donc, cela inquiète les banquiers centraux. Et donc, on a le sentiment
que finalement les politiques de banque centrale sont autant impactées par le contexte d'inflation et de croissance comme c'est leur mandat, mais aussi par un contexte budgétaire et politique qui est pesant. Et c'est notamment le cas de la Fed, mais pas uniquement, du pivot de la Fed qui est assez curieux de fin décembre de mi-décembre de l'année dernière, d'ailleurs le 13 décembre, parce que finalement ce pivot de la Fed, finalement, a posteriori, n'était pas vraiment justifié. C'est les fameux dots. Ils sont en train d'y revenir d'ailleurs. Voilà. Oui. Et il n'était justifié, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque un engouement pour un narratif. Il y a un soupçon de fiscale dominance. Absolument. Absolument. Ouais. Non, mais c'est vraiment le cas. Et on avait compris que finalement, ce pivot de la Fed avait des ressorts politiques, mais il y a peut-être plus profond encore que des ressorts politiques. Peut-être qu'il a des ressorts budgétaires et des impératifs budgétaires. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que finalement, il n'avait pas vraiment lieu d'être, en tout cas pas dans cette ampleur. Il n'y avait pas légitimité pour bouger les dot points. On le voit aujourd'hui. Et donc, finalement, il y a finalement une espèce de ras-le-bol du marché et puis, finalement, de dire quelle est la crédibilité, finalement, des banques centrales par leurs atermoiements, les changements de décision, l'incohérence de leurs décisions, les communications finalement un peu erratiques, le manque de perspective. Et finalement, on a l'impression que les investisseurs n'y croient plus. Alors d'abord, ils ont acheté du Bitcoin, mais c'est un certain type d'investisseurs, pas tous. Et puis maintenant, je dirais peut-être une autre catégorie d'investisseurs, parce que ce ne sont pas les mêmes, ils achètent de l'or. Et des matières premières. Et des matières premières. Et je dirais que le cuivre, c'est la suite de ça, parce que finalement, quand il y a un débasement sur l'or, il y a d'abord un débasement sur l'argent, et puis après, il y a un débasement sur le cuivre. Et à la fin, il y aura un débasement sur toutes les matières premières. Donc, il y a un débasement monétaire qui s'opère pour des raisons à la fois de crédibilité des banques centrales. Donc, on a l'impression que les banques centrales n'ont plus vraiment en ligne de mire l'inflation qu'ils avaient finalement voulu ancrer en 2022. C'est plus leur objectif principal, ou en tout cas... Les anticipations d'inflation dans le marché restent ancrées. À ce stade. À ce stade. Le 5 ans dans 5 ans américain, depuis stade. 2022... On a vu quand même le break-even remonter récemment. On voit aussi que finalement je dirais que les communications des banques centrales, et c'est pas seulement moi qui le dis, c'est énormément d'observateurs sont assez erratiques et entraînent de la confusion dans les marchés. On le voit avec ces mouvements de centre pivot de dans base. un sens, pivot dans l'autre, etc. Voilà. Et donc cela explique cette déconnexion entre les taux et l'or. Le fait que finalement aujourd'hui il y ait un appétit pour des actifs alternatifs. Tangibles, réels. Et cela ne vaut pas, ça ne sert à rien d'avoir la Fed en ligne de mire, puisque finalement, le dollar a plutôt tendance à monter. Donc cela vaut pour toutes les devises mondiales, et en particulier les devises du G10. Bon. Donc les matières premières, dans ce contexte-là, deviennent un instrument de couverture, vous dites aujourd'hui, pour des investisseurs qui craignent de voir la valeur de la monnaie continuer de baisser. Et cela se voit en bourse, puisque depuis un mois, en fait, on a une rotation sectorielle qui est très intéressante, puisque la domination des secteurs depuis un mois, elle s'est complètement inversée. On a les ressources de base qui font plus 10%, le pétrole, les pétrolières plus 6%, le marché moins 1%. Donc cela illustre parfaitement cette rotation qui est aujourd'hui en œuvre, qui n'est pas forcément catastrophique pour les perspectives financières, mais qui est une rotation vers d'autres thèmes, et peut-être des thèmes de matières premières. Ressources de base et oil and gas, qui étaient sur le premier trimestre les deux secteurs les plus en retard, effectivement. Donc ça montre bien la violence, effectivement, du mouvement qu'on a eu de ce point de vue-là sectoriel sur ces premières semaines du mois d'avril. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci pour votre éclairage sur cette question des matières premières et de l'envolée ou du réveil du complexe des matières premières ces dernières semaines. Jean-Jacques Ohana, consultant indépendant, avec nous, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.